Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour deux petites choses, un unboxing et parce que j'ai reçu un cadeau. Par contre on commence l'unboxing parce que je l'ai pré-ouvert histoire de ne pas me casser les oreilles. Mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans, donc j'ai juste enlevé le petit papier collant chiant. Je sais que c'est un colis Charleston parce que je suis partenaire de la maison d'édition en plus d'être lectrice, donc c'est très cool. Et en fait on avait reçu le catalogue des sorties septembre-octobre, on l'a reçu en août je crois si je dis pas de bêtises. Donc je ne me souviens mais alors absolument plus de ce que j'ai demandé. J'ai une petite idée hein, mais j'ai pas noté, et en plus ils ont eu pas mal de retard dans leur envoi parce qu'il y a eu des petits soucis, enfin ça c'est pas grave. Mais ce qui fait que vraiment je ne sais plus depuis août, franchement on est là à l'heure actuelle, je vous filme, on est vendredi 14 novembre. Donc vraiment ça date, donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Oh ouais, oh non, je suis contente. Oh là là, il est magnifique et la luminosité étant dégueulasse, vous n'allez pas voir la beauté de ce livre, c'est pas grave. Je ferai un insert comme d'hab, mais donc oh là là, il est trop beau. J'ai donc reçu à la recherche de la beauté le tome 1. Le tome 1, je pense qu'il s'appelle L'espoir de Sophia de Corinna Baumann. Mais regardez-moi la beauté de ce livre. On voit un peu les dorures, mais pas ouf. Je suis très contente parce que Corinna Baumann, je l'ai déjà lu. En plus il y a ces livres qui sont là sur le petit rabat, hop, juste ici. Donc c'est très pratique, mais moi je peux déjà vous dire que j'ai lu toute la saga des Love and Enough, j'ai lu les 3 tomes et vraiment mon préféré c'était le tome 1. Et j'ai lu aussi non, j'ai pas lu. J'ai dans ma palle le Jardin au clair de lune qui me tente beaucoup, mais c'est un gros pavé par contre, mais donc voilà, j'ai encore celui-là à lire de l'autrice. Mais donc du coup là Charleston m'a envoyé le tome 1 de cette saga et je suis plus que contente. Je vais vous lire le résumé, hein, comme ça on va voir un peu de quoi il parle, parce que moi je m'en souviens pas du tout, c'est l'occasion. Donc, Berlin 1926. À seulement 20 ans, Sophia Krohn voit sa vie s'effondrer. Brillante étudiante en chimie, elle rêvait de reprendre la droguerie familiale et d'y vendre ses propres produits de beauté. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, son père la met à la porte. Anéantie, Sophia décide de tenter sa chance à Paris. Malgré sa modeste situation, elle continue de croire en son rêve et fabrique des crèmes dans la petite cuisine de sa pension parisienne. Jusqu'au jour où elle rencontre la grande Helena Rubinstein qui lui propose un poste à 2 conditions: la suivre à New York et s'abstenir de se marier pendant les 10 prochaines années. Une saga fascinante dans l'univers des cosmétiques de luxe à Berlin, Paris et New York, portée par une héroïne libre et attachante qui souhaite construire sa vie comme elle l'entend, loin des carcans imposés par son sexe. Ouh là là, ça a l'air terriblement bien. Enfin, franchement, c'est le genre de livre que j'adore, les héroïnes fortes qui embrassent leur destin avec une histoire d'amour, il y a du voyage aussi. Enfin ouais, je sens que ça va me plaire, et puis j'aime beaucoup la plume de Corinna Baumann. Donc j'ai hâte de le lire. À mon avis il va pas rester longtemps dans ma palle parce que ouais, il me tente beaucoup, et puis qu'est-ce qu'il est beau quoi, vraiment bravo aux éditions Charleston, et puis merci surtout de me l'avoir envoyé. Donc ça c'était pour ma réception. Et alors avec ma meilleure amie hier on est allé en librairie et elle m'a offert un livre. Donc je l'ai choisi mais elle me l'a gentiment offert. Il s'agit de Décidément, Glen Afrique de Karine Giebel. Ça faisait un bout de temps que j'avais un œil dessus, il était dans ma wishlist, et là ils l'ont réédité chez HarperCollins Poche, et donc franchement il me faisait de l'œil, elle me l'a très gentiment offert, donc je suis plus que ravie. Il me tarde de les découvrir. Alors là je peux vous lire le résumé parce qu'il est très court pour le coup. Ça nous dit: je suis idiot, un imbécile, un crétin. Léonard n'est pas comme les autres. Il a compris que le monde n'aime pas ceux qui sont différents. Léo, le triso, Léonard, le bâtard. Pour échapper à ce refrain cruel, il rêve de disparaître, loin d'ici, à Glen Afrique. Mais les rêves de certains sont voués à finir en cauchemar. Oh là là. Je sens que ça va être du bon Karine Giebel, c'est-à-dire un truc qui va me retourner le cœur, le cerveau et m'anéantir. Voilà, parce que j'avais déjà lu d'elle Toute blesse la dernière tue, et c'était horrible.
horrible. Enfin, je l'avais dévoré. Je l'avais pris à l'audio d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Mais waouh, elle m'avait mis une claque, un de ses allers-retours. Enfin, vraiment, ça m'avait bouleversée. Donc écoutez, il me tarde vraiment de le découvrir. Je le trouve très joli. Alors vous, ça doit vous aveugler quand je fais ça, j'en suis désolée. Mais non, il est vraiment beau. Je suis très contente. Donc un grand merci à ma meilleure amie. Et alors, niveau lecture, je n'ai pas commencé de nouveaux livres audio, donc j'ai pas grand chose à vous dire à ce niveau-là. Par contre, je suis toujours dans mon livre papier dont je vous parlais dans mon dernier vlog. Alors, elle choisit toujours le moment où j'ouvre un vlog pour aller dans sa litière, donc je suis désolée s'il y a un bruit derrière. Mais donc, il s'agit donc c'est Les Lumineuses de Molly Fader, publié aux éditions Faubourg Marigny. Je suis actuellement à la 303e page et eh bien, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, mon programme de cet après-midi, c'est de l'avancer. Peut-être pas de le terminer parce qu'il fait 160 pages, je crois. Il fait 460 pages, donc il m'en reste 160 à lire. Mais en tout cas, de bien l'avancer. J'aime vraiment beaucoup. On est ici sur un roman historique, double temporalité. Ça se passe en 1970 et en 2019. Et on va suivre aussi des femmes fortes qui sont indépendantes, qui rêvent de liberté, de s'affranchir de la société patriarcale dans laquelle elles vivent. Il y a ce côté États-Unis, il y a la guerre au Vietnam qui fait rage, et donc on va suivre Betty Kay, Kitty et Ginny qui vont s'engager pour, non pas pour la guerre, mais elles vont suivre des études d'infirmière. Et on va les suivre toutes les trois et ça me plaît énormément. Et puis au présent, on est avec Abby et Clara qui sont les filles de Betty Kay. On les rencontre à l'enterrement de Betty Kay et là va arriver Kitty qui voilà, elle est amie de Betty Kay, sauf que ses filles ne le savent pas, et Kitty c'est une grande star du cinéma et elles se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi, comment. Et là eh bien elles vont rencontrer Kitty et Kitty va leur raconter un peu l'histoire de sa maman. En plus de ça, Clara et Abby, on sent qu'il y a un problème. Voilà, elles étaient très proches avant, deux sœurs hyper complices, et là elles ne le sont plus du tout. Donc on va également les découvrir et découvrir pourquoi ça ne fonctionne plus entre elles. Donc franchement, ça me plaît énormément et j'ai hâte de le terminer pour pouvoir vous en parler. Pas en détail, quoi, vous donner mon avis final en gros. Donc voilà, ça c'est pour ma lecture en cours. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire, donc je vous retrouve plus tard. Hello! Bon, je vous retrouve parce que j'ai plein de choses à vous montrer, donc je vais essayer d'être la plus concise possible, histoire que ce vlog ne dure pas 2 heures, mais on est déjà lundi et ouais, quand je regarde ce que j'ai mis à côté de moi, voilà, cette séquence risque de durer un petit temps et le vlog sera peut-être plus long que la demi-heure que j'essaye de faire, mais après tout on est là pour parler livres, donc c'est parti, trêve de bavardage. Déjà, pour mes lectures terminées, je vous avais laissé avec Les Lumineuses de Molly Fader, publié aux éditions Faubourg Marigny. Il me restait 100 pages vendredi, je l'ai donc terminé vendredi. Et écoutez, c'est une bonne lecture. Alors, mon avis n'a pas grandement changé, donc je ne vais pas trop m'attarder. Mais pour vous dire que ce que j'ai le plus apprécié, c'est surtout la période. Donc ça se passe aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, pour la temporalité du passé, et au présent on est en 2019, donc vraiment cette période m'a beaucoup plu. Depuis que j'ai lu Le Chant des Oubliés, c'est une période que j'aime beaucoup lire, et pourquoi pas lire aussi un point de vue comment ça se passe au Vietnam, parce que là c'est toujours du point de vue des États-Unis, donc pourquoi pas un jour changer, mais bref, là n'est pas la question. Donc la période c'est vraiment un gros plus pour moi. L'histoire d'amitié entre Betty Kay et Kitty, vraiment j'ai adoré ces deux jeunes femmes qui au final tout opposent, mais pas tant que ça, parce qu'elles veulent toutes les deux prendre leur vie en main, elles veulent briller d'une façon ou d'une autre, et que ce soit leur intelligence ou leur talent, et bien qu'elles soient différentes, et bien elles vont se lier d'amitié, et c'est une belle histoire d'amitié. Ce sont des femmes fortes, indépendantes, qui veulent sortir des carcans de la société, qui veulent prendre leur destin en main, ce qu'elles vont faire, et ça vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux gros points forts. Ah oui, peut-être aussi la plume, c'est un vrai point fort parce qu'elle est très fluide, et ça m'a plu parce que vraiment j'ai tourné les pages assez rapidement, donc ça c'est vraiment tout ce que j'ai aimé. Par contre, j'ai quelques petits bémols. Tout d'abord,
dans l'histoire, il y a aussi Jenny qui va se lier d'amitié avec Betty Kay et Kitty au moment de leurs études d'infirmière. Et donc elle est là tout un temps dans le livre, et puis elle va un peu s'effacer, et pourtant on se rend compte qu'elle est présente tout le temps dans la vie de Betty Kay. C'est une amitié qui va perdurer dans le temps, et je trouve ça tellement dommage qu'on n'en sache pas plus sur elle, parce que ça avait l'air d'être une femme aussi incroyable. Donc j'aurais aimé vraiment en savoir plus sur elle. Ça c'est le premier petit bémol. Le deuxième bémol, c'est pour moi, à un moment donné, il y a une ellipse, mais genre je pense de 10-12 ans qui se fait. Pourtant, j'ai la sensation qu'il se passe des choses dans la vie et de Kitty et de Betty Kay, et donc j'ai trouvé dommage cette ellipse. Et enfin, la relation Abby-Clara, qui pour moi n'est vraiment pas assez exploitée. Voilà, ce sont deux sœurs qui avaient l'air d'être comme ouais, les 5 doigts de la main. Enfin, elles avaient l'air d'être hyper proches quand elles étaient plus jeunes. Là, on sent que ça va pas. Alors, même si c'est exploité dans le sens où on nous explique pourquoi elles se sont éloignées, pourquoi ça va plus, qu'est-ce qui fait que... je trouve qu'il manque quelque chose, c'est pas assez explicité. Et donc, quelques pages en plus pour ça, ça m'aurait plu aussi. Donc voilà pourquoi c'est une bonne lecture, mais pas un coup de cœur, parce que je pense qu'il y a des choses vraiment qui auraient pu être plus exploitées. Mais franchement, si vous aimez les romans historiques, clairement, je suis sûre qu'il vous plaira. Et moi, je dirais d'autres romans de Molly Fader, s'il y en a d'autres, parce que sa plume m'a vraiment plu. Ça, c'est donc pour ma lecture terminée de vendredi, enfin du début du week-end. Je vais le mettre là en espérant qu'il se pète pas la figure. Ensuite, hier, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. J'ai lu le graphique de Emma de Jane Austen. Alors, je n'ai pas lu le roman, donc je ne peux absolument pas vous dire si le graphique est fidèle au roman. Je n'en sais rien, voilà, je n'en sais rien. Mais il s'avère que pourquoi j'ai lu ce graphique, parce qu'en plus il est même pas à moi, c'est mon amie Sarah qui me l'a prêté. En fait, en septembre, j'ai lu comment s'appelle ce livre? Ah, le livre de Laurie Forêt, Meurtre et Préjugés, je pense. Je vous le mettrai ici. En tout cas, j'ai lu son livre et j'avais beaucoup aimé. Et il faut savoir que Laurie Forêt, eh bien, elle est fan inconditionnelle de Jane Austen. Et j'avais rencontré du coup l'autrice. Elle avait dit que son livre préféré, c'était Emma. Je vous avoue que je ne suis absolument pas attirée par ce genre de littérature. Franchement, ça ne me parle pas. Mais quand même, bien, il faut pas mourir bête, n'est-ce pas? Donc je me suis dit, il faut peut-être qu'un jour je me lance, et ma copine Sarah m'a dit, mais si tu veux, moi j'ai le graphique, et Laurie, elle l'avait conseillé le graphique, elle a dit que c'était un bon moyen pour mettre le pied dans ce type de littérature, et donc je me suis dit, pourquoi pas? Voilà pourquoi hier, dans l'après-midi, un dimanche après-midi tout à fait classique, j'ai lu ce graphique que franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors pour la faire courte, l'histoire, eh bien c'est celle d'Emma, bien sûr. Emma qui est bien née, qui est aussi jolie qu'elle est intelligente, mais elle s'en fiche un peu d'être jolie. Elle veut pas se marier, c'est vraiment pas ce qu'elle espère dans la vie. Pourtant c'est vraiment ce qu'on attend d'elle, qu'elle se marie. Et elle, bien, elle aime surtout jouer les entremetteuses, et elle a réussi à faire ça pour je pense que c'était pour pas sa dame de compagnie, mais comme on dit, pour la personne qui travaillait pour elle, enfin la domestique qui était là pour elle. Elle a réussi à lui trouver un mari, elle a aimé ça, et donc là elle veut le faire pour son amie Harriet qui ne fait pas partie de la même classe sociale que elle. Elle m'a dit, pourquoi pas, moi tu vas voir, je vais trouver un super mari. Et donc on va suivre un petit peu ses péripéties, parce que bien sûr ça ne va pas se passer comme elle veut. Et au-delà de ça, Emma elle veut pas se marier, mais pourtant qui sait, peut-être qu'elle va devoir revoir également ses plans, parce que le destin ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Donc voilà ce que moi je peux vous en dire, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre en lisant ce graphique. Et franchement l'histoire, je l'ai trouvée très chouette. Je trouve qu'en graphique elle passe bien. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas spécialement donné envie d'aller lire le roman. Voilà, peut-être que c'est tout simplement l'histoire qui m'a moins plu, peut-être que je suis tout simplement pas attirée par ce genre de littérature. Alors quand je dis que l'histoire m'a moins plu, dans le graphique ça fonctionne bien, mais je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça dans un roman qui est un petit pavé apparemment. Donc voilà, alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est qui a écrit le graphique et où il est publié. Je crois qu'elles sont deux. Oui, en effet, c'est Claudia Kuhn, je pense qu'on dit, et Taras Pruit, qui sont allemandes, parce que c'est traduit de l'allemand par quelqu'un d'autre. Et c'est publié aux éditions Jungle Romance Graphique. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Le graphique fait plus ou moins 250 pages. Je vous mettrai un insert, comme ça vous voyez un peu les planches. Et je dois vous avouer que je n'ai pas été complètement conquise par le dessin. Autant les couleurs j'ai adoré, autant les traits c'est...
ouais, pas mon truc. Après, je suis pas une grosse lectrice de graphique, donc je n'ai pas non plus une grosse expérience dans ce domaine-là. Mais voilà, au moins j'ai pu découvrir l'histoire et je suis très contente de enfin pouvoir dire j'ai lu Emma, même si c'est dans un autre format. C'est chose faite. Donc voilà, ça c'est pour le graphique que j'ai lu donc hier. Et donc mes lectures terminées, c'est tout ça. Du coup, j'ai commencé des nouvelles lectures, si elles veulent bien venir ici. Tout d'abord, en papier, j'ai commencé un true crime, il était dans ma palle de novembre. Donc j'ai commencé La disparue du cinéma de Guillaume Thion, publié aux éditions 10-18. Donc c'est la collection true crime en collaboration ici avec Libération, et ça se passe en Alsace. Alors pour vous la faire courte, parce que pour moi le résumé est bien trop long, donc je vais vous faire ça très rapidement. En gros, Carole va appeler, donc pardon, je vous l'ai pas dit, mais on est en 1995, le 17 mai 1995. Carole va appeler son mari Roland, désolée mais les noms et moi vraiment on n'est pas amis. Carole va appeler son mari Roland au cinéma où ils travaillent tous les deux pour lui dire qu'elle a des très grosses contractions, qu'elle va accoucher et qu'elle se rend donc à la maternité. Roland va quitter son poste au plus vite, il va repasser chez lui prendre des affaires, il se rend à la maternité, sauf que eh bien, Carole ne s'est jamais présentée à la maternité, elle n'y est pas enregistrée et donc eh bien, on en conclut qu'elle disparaît. Voilà, on ne sait pas où est Carole, on ne sait pas ce qui lui est arrivé et on va commencer, la police va commencer à fouiller dans la vie de Carole et surtout dans celle de Roland et on va se rendre compte que Roland, il a une vie étrange avec des manières de fonctionner très bizarres et donc on va suivre toute l'enquête menée par donc le journaliste Guillaume Thion à travers ce livre. Pour le coup, j'ai lu la moitié, vraiment, je suis à la page 93 et il en fait 180... Ouais, 180 quelque chose. Voilà, 185, donc vraiment je suis quasi à la moitié, vraiment à la moitié. Et ça me plaît, j'aime bien. Comme je vous disais, je lis pas beaucoup de true crime, pourtant c'est quelque chose que j'aime lire. J'aime regarder ça aussi sur YouTube, j'aime bien les vidéos de true crime, ça me passionne, je ne saurais vous dire pourquoi. Donc là ça fonctionne bien, mais quand même il y a un bémol. Il y a beaucoup de petites incursions, de petites parenthèses qui pour moi... ouais, n'apporte pas grand chose à l'enquête, à l'histoire. Ça ne permet pas spécialement de plus comprendre l'enquête. Donc c'est un petit peu dommage parce que déjà il est court. Donc si en plus il y a des détails qui pour moi n'apportent rien, qui sont ajoutés, ça rend un peu le récit long. Surtout que là je suis à la moitié et on a eu une grosse révélation, si je puis dire, même si c'est pas des révélations puisque c'est une enquête qui a 26 ans maintenant. Donc voilà, le dénouement est connu, je vais dire. Mais donc voilà, j'ai eu cette grosse révélation. On sait qui, quoi, comment et pourquoi, on ne sait pas encore. Mais je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant les 90 prochaines pages? Le procès, j'imagine bien, mais je suis un petit peu perplexe sur ça. Donc écoutez, affaire à suivre. À mon avis, je le termine aujourd'hui, donc je viens de vous en reparler très vite. Mais voilà, pas mauvais, mais j'en ai lu des meilleurs dans ces collections-là. Donc voilà, alors là il commence à faire sombre, mais là les nuages se sont levés, je vois bien que la lumière n'est plus du tout la même, j'essaierai d'arranger ça au montage, mais waouh, on voit plus rien, mais bref, c'est pas grave. Donc ça c'était pour ma lecture papier. À l'audio, j'ai commencé Le syndrome E de Franck Tillier et qu'est-ce que je suis contente de le retrouver. Franchement, je suis trop contente maintenant. Les Tillier, je les prends à l'audio parce qu'ils sont vraiment très très bien lus par un très bon acteur. Donc franchement, ça me plaît beaucoup. Là, je vais vous lire le résumé parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, comme Franck Tillier le fait à chaque fois. Mais le résumé n'est pas long et ça, j'aime beaucoup. Donc, on nous dit... Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucie Henbel, lieutenant de la police de Lille. 5 cadavres retrouvés, atrocement mutilés, il n'en fallait pas plus à la criminelle pour rappeler le commissaire Franck Charcot en congé forcé. 2 pistes pour une seule et même affaire qui va réunir Henbel et Charcot. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les 2 nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome E ne savent pas de quoi ils sont
capable. Voilà pour le résumé. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, clairement, si vous n'avez jamais lu les enquêtes de Charcot ou de Henbel, je vous recommande de les commencer dans l'ordre parce que même si les enquêtes ne sont pas liées, on va vraiment suivre l'évolution de Charcot et de Henbel. Alors, pour le moment, chacun dans un livre différent, mais là, apparemment, ils vont se rencontrer et je suis très contente de ça. Mais comme on suit leur évolution personnelle, c'est vraiment mieux de les lire dans l'ordre. Donc ça, voilà, c'est la première chose que je peux vous dire. Et là, franchement, j'adore. Ces deux enquêtes qui, de prime abord, m'ont dit, mais non, rien à voir, parce que voilà, Henbel, elle est sur ce film très mystérieux qui a rendu à elle un ami aveugle, mais pas aveugle, il n'a pas de lésion aux yeux, c'est juste son cerveau qui a fait un espèce de blackout, et donc le mec voit plus rien. Et quand effectivement le film nous est décrit, je peux vous dire que moi aussi j'aurais fait un déni, enfin vraiment, il y a des choses dans ce film qui se passent, tu te dis, mais what the fuck. Donc on est sur cette enquête-là. Et de l'autre côté, on retrouve Charcot qui est mis face à 5 cadavres, je pense 5 cadavres, mais mutilés plus parce qu'ils ont plus de dents, plus d'empreintes, fatalement c'est pour pas pouvoir les reconnaître. Mais quand on vous décrit qu'on leur que les dents ont possiblement été arrachées à la pince, je vous dis pas comment j'ai grincé, enfin c'est horrible, mais c'est tellement bien décrit, tellement bien écrit, enfin franchement je pense que je n'ai plus à vous vanter les mérites de la plume de Franck Tillier, mais moi ça me plaît beaucoup. Et si vous êtes un ou une adepte des livres audio, je vous les recommande parce que franchement ils sont trop sympas. Mais encore une fois, à lire dans l'ordre. Je vous dis ça parce que moi j'ai commencé par La Faille, ne sachant pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je ne connaissais pas Franck Tillier à l'époque. Voilà, très mauvaise idée. Donc commencer par 1991 et puis enchaîner-les. Même si 1991 était publié après, c'est quand même les débuts de Charcot, donc ça peut se lire en commençant par celui-là. Mais en tout cas, voilà, très hâte de retourner dans mon livre audio. Je vous l'ai pas dit, mais c'est un livre qui fait quand même 502 pages. Moi je suis à la page 114 et il est publié aux éditions ici Pocket. Et alors le petit plus, c'est vrai, on doit quand même le reconnaître. Je vous montre ça. J'avais rencontré Franck Tillier, bon je l'ai rencontré plusieurs fois, mais celui-là je pense que je l'ai acheté à Vannes. Et donc il est dédicacé, du coup c'est le petit plus très sympa. Voilà pour ma lecture papier. Et puis bien deux petites choses pour avant de clôturer cette séquence, si je puis dire. Tout d'abord, samedi j'ai eu Book Club, je vous ai mis des petits plans juste avant, et donc ma copine Elodie, avec qui j'ai fondé le Book Club, m'a offert un cadeau d'anniversaire, parce que mon anniversaire c'est dans 2 semaines, le 29 novembre, voilà. Et on se voit pas, je pense pas qu'on se verra avant, enfin ou le jour même en tout cas. Donc elle m'a déjà offert mon cadeau d'anniversaire, et franchement merci à elle, ça m'a trop fait plaisir. Elle m'a offert un livre, bien sûr, c'est pour ça que je vous le montre. Elle m'a donc offert Leur secret d'Angelina Delcroix, qui était sur ma wishlist. Et alors la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'elle s'est rendue au salon Iris Noir qui a eu lieu fin octobre, et donc elle me l'a fait dédicacer, mais trop gentiment. En plus j'aime bien les petites couleurs de la dédicace, donc je suis très très contente de l'avoir reçu. Et alors comme il se passe à la période de Noël, si je me souviens bien du pitch, c'est deux familles qui ont échangé leur maison, et donc chacun va un petit peu découvrir les secrets de l'autre, ce qui me fait vraiment penser au film The Holiday. J'avais adoré ce film, c'est un de mes films préférés de tous les temps. D'ailleurs quand je l'ai vu quand j'étais jeune ado je pense, ou je sais plus très bien quand est-ce qu'il est sorti, mon rêve c'était que quand j'avais une maison de pouvoir l'échanger. Ça m'a un peu passé, je vais pas vous mentir, mais vraiment j'avais adoré ce film, et donc quand j'ai lu le pitch ça m'a trop fait penser à ça, sauf que bien sûr ici ça va pas se passer comme The Holiday. Je pense qu'on va découvrir des choses un peu glauques chez les uns, chez les autres, mais donc voilà, il se passe durant la période de Noël, donc il me tarde de le lire, et clairement il va être lu en décembre. En plus c'est un tout petit, non j'exagère. Ici je vois épilogue 269 pages, je vais surtout pas me faire spoiler, donc franchement il est court, mais par contre c'est très agréable, regardez-moi ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un vrai page turner. Et alors pour le coup il est publié aux éditions Hugo Poche dans la collection Suspense. Voilà, ça c'est pour le petit cadeau que j'ai reçu ce week-end, et je suis trop contente. À mon avis je vous ferai un petit récap des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus, parce que j'en ai déjà reçu quelques-uns et ça me fait déjà trop plaisir. Je ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas, je verrai bien. Et pour le coup là c'est un cadeau de moi à moi. Et là franchement d'office je vais vous mettre des inserts pour que vous voyez la beauté, parce qu'il fait encore une fois vraiment très sombre, donc je suis sûre que ça va pas lui rendre justice. Mais je me suis offert
le tome 1 des Mémoires de la Forêt en collector. Non mais franchement, le travail derrière, donc l'auteur c'est Michael Brun-Arnaud, l'illustratrice c'est Sanoé, et juste, mais waouh, il est juste incroyable de tous les côtés. Peu importe quand ou comment vous regardez ce livre, il est beau, même la tranche, là, le jaspage, non mais sérieusement, c'est oufissime, enfin vraiment, je suis bluffée quand je l'ai eu entre les mains samedi, parce que je l'ai récupéré chez ma copine Sarah à la librairie durant le book club. J'étais, mais alors, waouh, franchement choquée de la beauté. En plus, il y a des magnifiques illustrations, enfin, s'il vous plaît. Franchement, le talent, ça pour moi ça s'appelle le talent, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur il y a aussi, en plus de toutes les illustrations colorées et tout ça, il y a une illustration détachable. Donc je vais la retirer, même si j'hésite à l'enlever, dans le sens où j'ai pas envie d'abîmer cet objet incroyable, mais il est juste magnifique. Donc voilà, je me le suis offert. Je n'ai pas lu la version classique, je vais dire, mais Michael Brun-Arnaud vient en dédicace près de chez moi en décembre, donc d'office celui-ci je vais le lire, à mon avis cette semaine ou la semaine prochaine, parce qu'on est encore en automne et donc ça s'y prête vachement bien. Mais je vais le lire parce que je veux absolument le lire avant de le faire dédicacer et pouvoir me faire mon propre avis dessus. Mais bon, tous les avis que j'ai pu lire dessus sont dithyrambiques, les gens ont adoré, que ce soit les plus petits ou les plus grands. Donc voilà, j'ai franchement hâte de le lire et je suis très contente d'avoir pu me procurer ce magnifique objet livre. Donc voilà, c'est mon cadeau de moi à moi, mais je suis très contente, mais je vous en reparle très très vite parce qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma palle. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, et c'était déjà pas mal il me semble, hein. Je parle depuis une petite dizaine de minutes là. Donc ça fait un bel update lecture. Bien sûr je vous retrouve dans la semaine parce que je vais continuer à lire et donc je repasserai par là, d'où le fait que le vlog va être un petit peu plus long je pense, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et sur ce, eh bien, je m'arrête là et je vous retrouve plus tard. On est toujours lundi, je vous reprends parce que j'ai fini mon Lego Harry Potter et je voulais vous montrer le résultat parce que je suis pas peu fière de moi. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, j'inverse la caméra. Hop. Il est là, donc c'est le monstrueux livre des monstres, oui c'est le livre des monstres d'Harry Potter, je trouve les détails assez incroyables. Voilà, tous les petits détails et tout, enfin franchement je suis contente de moi. Et alors la petite particularité de ce Lego là, hop, c'est que si vous faites en arrière, oui, ça y a un petit mécanisme, enfin voilà. L'enfant qui entend moi est très contente, même si franchement avant cette année je n'avais jamais construit de Lego de ma vie. Alors là c'est le deuxième que je construis, donc je suis plutôt contente. Il va d'ailleurs rejoindre ma collection Harry Potter. Je vais aller le ranger tout de suite et je vais vous montrer ça par la même occasion. Je me dis que s'il y a des fans dans le coin, ça peut toujours être intéressant. Et donc vous voilà dans mon coin Harry Potter, donc j'ai un petit vif d'or, une aiguille, le Choixpeau, voilà, le petit livre des monstres que je viens de construire. Alors il y avait Harry Potter avec, je l'ai mis assis parce que debout il ne tient pas, le livre est trop gros. Et puis là, celui que j'ai construit récemment, alors c'est le chemin de traverse. Donc il a été incroyablement long à construire, mais j'ai beaucoup aimé ça. Logiquement il se referme en deux au niveau de Gringotts, mais bon je vais pas le boucher, je vais pas vous montrer. Là j'ai ma baguette de Luna Lovegood et là-bas il en reste un petit peu, il y a un Dobby Lego, celui-là c'est pas moi qui l'ai construit. Derrière il y a une mandragore et quand on tire dessus il fait du bruit, et là on a le petit bus et un autre vif d'or. Donc voilà, c'est un peu... il y a peut-être moyen que je vous montre ça de plus... Non, je sais pas dézoomer plus que ça. Mais voilà, c'est un petit peu ma petite collection. J'en suis assez fière, j'aime beaucoup. Et oui, il y a encore de la place. J'imagine même mettre des affiches ici pour compléter le mur tout blanc. Donc voilà pour le petit coin Harry Potter. Mais je trouvais ça sympa de vous montrer ça aussi par ici. Hello, je vous retrouve pour un petit update lecture et un mini unboxing. Bien sûr, quand j'allume la caméra, Ed fait un bruit de l'enfer. Je vais lui ouvrir la porte, j'arrive. Voilà, je vous retrouve dans ma chambre devant mes bibliothèques parce que dans le salon on entendait bien trop le lave-vaisselle, du coup c'était insupportable. Donc bref, je vous retrouve pour un update lecture et un unboxing. Je vais commencer par l'update lecture. Je vous disais au début de ce vlog, non pas au début de ce vlog, mais en tout cas la dernière fois que je suis venue par ici, que j'avais commencé La disparue du cinéma de Guillaume Thion
Et ben, je l'ai terminé parce qu'il me restait pas grand chose à lire. Je pense que j'étais à un peu plus de la moitié quand je suis venue vous parler. Et écoutez, eh bien c'est ce qui me faisait un peu peur, c'est que bah, à la fin je me suis un peu ennuyée. Parce que ben voilà, arrivé à la moitié, on savait qui, quoi, comment, on n'avait pas encore le pourquoi, mais au final on n'a pas tant de pourquoi que ça, hein, pourquoi quelqu'un décide de faire disparaître quelqu'un d'autre. Voilà, les motivations ne sont jamais très claires, n'est-ce pas? Mais donc une fois qu'on a un peu le mobile et qu'on connaît les événements, eh bien je trouve que les 90 pages restantes, il se passe pas grand chose. Il y a le procès bien sûr, donc ça bah, c'est le seul côté entre guillemets qui m'a intéressée, mais tout le tour, tout le décorum, tout ce que Guillaume Thion a voulu ajouter en plus, eh bien je vais pas vous mentir, ça m'a un peu ennuyée et c'est dommage parce qu'il fait à peu près 180 pages, donc en effet si je m'ennuie dans 180 pages, c'est que l'histoire était au final un peu longue à la fin. Donc voilà, c'est pas un mauvais true crime, mais je pense que Guillaume Thion a voulu en faire un peu trop. Et s'il avait été trop au but, alors peut-être que l'histoire aurait été plus courte, mais moi ça m'aurait tenu un peu plus parce qu'à la fin j'avais qu'une envie, c'était de tourner les pages et de bah, que ça se termine tout simplement. Donc c'est vraiment dommage, mais il n'empêche que c'est pas mauvais comme je vous disais. Et puis moi ça m'intéresse toujours ce genre d'histoire, donc je lirai d'autres true crime de 10-18. Pour le moment des 3 que j'ai lus, mon préféré c'est l'affaire Alice Crimmins. Alors c'est pas du tout le même auteur, c'est pas le même journaliste, donc c'est normal que j'ai préféré, c'est pas la même plume, pas la même façon de raconter, donc voilà, pas une méga bonne réussite, mais pas non plus une trop mauvaise lecture, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour celui-là. On va être en compagnie d'un chat qui n'arrête pas de faire des bêtises. Bref. Maintenant, un unboxing qui pèse, il est dans ce colis. J'ai juste préouvert le scotch histoire de pas vous casser les oreilles comme d'hab, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste que c'est un colis Charleston. Okay. Oula, ah, oh, waouh, je suis trop contente. C'est un tome 2 que j'ai entre les mains. Le voici, le voilà. Bon, le bandeau, ça dégage. Moi, je sais pas vous, mais ça, c'est clairement des trucs qui finissent toujours à la poubelle. Il s'agit donc du tome 2 de la saga Le Chant des Highlands de Sarah Lark, publié aux éditions Charleston. Effectivement, il pèse bien lourd parce qu'il fait 700... Attendez, j'essaie de le trouver. Je sais pas si c'est un chapitre ou quoi ici. On ne le saura jamais. Ah voilà, donc la postface, on a 723 pages. Donc ouais, un beau bébé, ça se voit, c'est une belle brique. J'ai vu que pour vous montrer le tome 1, c'était celui-ci. Oui, donc c'était La Promesse des Étoiles, voilà, qui était le tome 1 que j'avais adoré. Un vrai coup de cœur pour ce livre. Je sais pas si je peux vous lire le résumé. C'est fini. Non, non, je peux absolument pas vous lire le résumé de ce tome 2, parce que sinon je vous spoil la fin du tome 1 et c'est clairement pas le but, sinon vous allez me jeter des pierres. Mais de mémoire, que racontait le tome 1? On est en Écosse, fin du 19e siècle, oui c'est ça, je pense que ça commence en 1870, quelque chose comme ça, 70-80. Et on va suivre 3 cousines, Katrina, Eilish et Donna, si je dis pas de bêtises, qui sont issues donc de l'aristocratie écossaise et qui vont aller étudier dans le premier pensionnat pour jeunes filles d'Écosse. J'ai rendu sa liberté à Ed, comme ça je peux continuer à vous expliquer ce dont parle le premier tome. Donc c'est donc 3 jeunes filles, Donna, Eilish et Katrina, qui vont donc aller dans le premier pensionnat pour jeunes filles d'Écosse, sauf que Eilish, elle va être rappelée chez elle parce qu'il se passe quelque chose, et là leur destin va complètement être chamboulé. Elles vont toutes les 3 se disperser aux 4 coins du monde et on va les suivre comme ça, bien justement se réinventer un peu leur destin et prendre leur vie en main. J'avais adoré, je les trouvais vraiment passionnantes toutes les 3, bien que Katrina m'a bien énervée, mais ça je vous laisserai lire le tome 1 pour découvrir pourquoi. Mais vraiment j'avais adoré, surtout qu'il y a plein de faits scientifiques qui sont liés à ce tome 1, que ce soit le premier, enfin pas le premier vol en ballon, mais en tout cas les vols en ballon. Il y avait aussi l'astronomie, l'astronomie, pas logis, l'astronomie qui prenait aussi forme dans ce premier tome, et franchement j'avais trouvé ça vraiment passionnant. Je pense que ma petite préférée c'était quand même Eilish, donc j'ai vraiment toute hâte de les retrouver.
Donc voilà, un grand merci aux éditions Charleston de m'avoir envoyé ce tome 2. Je ne sais pas tout à fait quand est-ce que je vais le lire, mais à mon avis il ne va pas faire long feu dans ma palle, même si 750 pages là, ça va prendre un petit temps. Mais voilà, par contre grosse préférence pour la couverture du premier. Ici j'aime bien, mais ouais, la première m'avait vraiment plu, donc... Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là j'ai commencé justement une épreuve non corrigée Charleston, donc pour le moment je pourrais pas trop vous en parler, bien qu'elle soit courte, donc ça devrait pas me durer trop longtemps. Et ce soir je vais rencontrer Barbara Abel, donc je vous embarque avec moi. Je vais d'ailleurs aller lire un peu les résumés de ces livres pour savoir lequel je vais me procurer, parce qu'évidemment je vais m'en procurer un. Et puis je vous tiens au courant et je vous dis à plus tard. Retrouve pour clôturer ce vlog. Excusez ma petite mine, mais j'ai fait une méga insomnie cette nuit, ce qui fait que j'ai cette telle là, mais bon, je me suis pas laissée abattre. J'ai été petit déjeuner avec mon compagnon comme vous l'avez vu dans le plan précédent, et ça fait quand même du bien. Du coup je vous retrouve pour un update lecture et aussi pour débriefer un tout petit peu la soirée avec Barbara Abel, parce que franchement c'était trop chouette. Elle a vraiment été dans le partage. Elle nous a parlé de son dernier livre, de son processus d'écriture, de ce qui l'animait quand elle écrivait. Enfin, franchement c'était trop chouette. Et puis en plus c'était assez intimiste, parce que je crois qu'on était pas 50 ou 50 grands max dans la salle, et en plus j'étais au premier rang, j'étais vraiment aux premières loges pour l'écouter parler. Et donc c'était très chouette de pouvoir assister à des échanges comme ça avec des auteurs, parce que généralement même moi je les croise en salon, et donc du coup c'est très rapide fatalement, il faut laisser le temps à tout le monde. Et là c'est chouette de pouvoir en apprendre plus et d'être spectatrice comme ça d'un échange. Ça m'a beaucoup plu. J'essaye d'en faire un peu plus souvent, déjà des rencontres avec auteurs comme ça, ou dans les salons, aller à des tables rondes, c'est aussi très chouette. C'est des moments que je trouve franchement plus appréciables qu'entre guillemets faire la queue et avoir sa dédicace. Ça au début ça me faisait vraiment très plaisir, parce que voilà, j'avais jamais rencontré d'auteurs, donc les salons étaient là pour ça. Mais maintenant que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'auteurs, de faire pas mal de salons, j'essaye de privilégier franchement ces petits moments un peu plus intimistes avec les auteurs. Et donc ça m'a vraiment plu, parce qu'en plus je vous dis, elle était vraiment dans le partage, dans l'échange. Elle nous a dit plein de choses hyper intéressantes, donc pour le coup je ne regrette vraiment pas d'y avoir été, même s'il faisait méga froid. Je sais pas chez vous comment ça se passe, mais alors chez nous on est passé de la semaine dernière à 17 degrés à ici il fait quoi, 2 degrés je crois aujourd'hui, donc voilà, bref, mais c'était franchement chouette. Du coup je suis pas repartie les mains vides, je vous l'avais dit, je me connais, c'est comme ça. Je me suis acheté celui-ci, donc à savoir L'innocence des bourreaux, donc de Barbara Abel, bien sûr, publié aux éditions Pocket. Ma copine Elodie en avait parlé pendant le book club de la semaine dernière. Elle en avait tellement bien parlé que je me suis dit oh tiens, je vais tenter. On est apparemment sur une prise d'otage dans un supermarché, et apparemment on va se demander jusqu'où sont prêts à aller les gens pour s'en sortir. Et en fait on retrouve vraiment les dilemmes que se pose Barbara humaine concernant la nature humaine. Donc voilà, ils me tendent super bien. Pour le coup je vous lis pas le résumé, je vous le dirai quand je le lirai, ça me semble logique. Mais ouais, j'ai très hâte. Et du coup je l'ai fait dédicacer bien sûr, donc voilà, ça c'est pour mon petit achat à moi. Je n'ai pas pris son dernier, j'ai été forte, hein, parce que franchement je vous assure qu'elle en a tellement bien parlé que j'ai vraiment hésité, mais il est quand même entre mes mains. Donc le dernier c'est Ici s'arrête le monde. Je l'ai acheté non pas pour moi, mais pour vous, voilà. En ce moment, quand vous regardez cette vidéo, il est à gagner sur mon compte Instagram. Je pense que je vais laisser le concours ouvert une dizaine de jours, donc si il vous intéresse, n'hésitez pas à participer au concours, parce que du coup, je l'ai acheté pour vous, et je l'ai fait dédicacer également ici sur la... Voilà. Donc c'est un roman dédicacé de l'autrice, je vous le fais gagner. Je vous lis le résumé, comme ça, si vous tente, vous pouvez aller participer au concours. Je vous mettrai d'ailleurs
Est-ce que je sais vous mettre le concours dans la barre d'infos? Oui, je vais essayer de vous mettre le concours dans la barre d'infos. Si pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram. Je vous le mets ici, comme ça vous pouvez aller participer sans souci. Et vous retrouvez le lien de mon compte Instagram dans la barre d'infos. Pour le concours, je vais voir si je le poste en même temps que ce vlog ou avant ce vlog. Je ne sais pas encore tout à fait, j'ai pas trop les dates. Mais en tout cas, voilà, ça se passe sur Instagram. Ça, c'est une certitude. Du coup, pour le résumer, parce qu'on est là pour ça. Donc, un samedi de septembre, les courses, un anniversaire à préparer, les frictions ordinaires d'une famille recomposée. Puis, soudain, les explosions. Bruxelles bascule dans le noir. Pour survivre, Hélène, Raphaël et leurs enfants doivent quitter la ville dévastée, avancer comme un clan. Pour échapper aux bombes, il faut rester unis. Mais quand les failles de chacun s'invitent au cœur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au dehors. Avec sa maîtrise du suspense psychologique, Barbara Abel, pionnière du thriller domestique, traduit dans le monde entier et adapté au cinéma jusqu'à Hollywood, signe un roman aussi haletant qu'un film où, face à l'effondrement, une vérité s'impose. Ici s'arrête le monde et commence ce qu'il reste d'humanité. Voilà pour le résumé. Écoutez, j'ai lu beaucoup d'avis dithyrambiques sur ce roman. Donc, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à participer au concours et comme ça, vous pourrez me donner un avis dessus. Voilà. Donc, ça, c'était pour ma soeur avec Barbara Abel, pardon, c'était trop chouette. Et alors, pour ce qui est de mes lectures en cours, niveau audio, je suis toujours dans Frontilier, il est juste ici. Ce bruit est anormal, je sais que c'est elle qui fait une bêtise, mais on va faire comme si on n'avait rien entendu, n'est-ce pas? Donc je vous disais qu'à l'audio, j'étais toujours dans le syndrome E de Franck Tillier. J'ai bien avancé, hein. Je suis à la page 348 sur les 500 que fait ce livre, donc voilà. Mais je ne vais pas le terminer aujourd'hui. Donc je vous donnerai mon avis complet dans le prochain vlog. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe énormément de choses dans ce thriller. Pour le moment, c'est à mon avis le thriller de Franck Tillier où il se passe le plus de choses que j'ai pu lire. Et donc parfois je me perds un peu, j'ai même dû retourner un peu en arrière dans mon audio parce que je comprenais plus ce que j'écoutais vu que je faisais autre chose en même temps. Voilà, je me suis perdue entre guillemets toute seule, mais maintenant j'ai repris le fil, c'est ok, mais waouh, c'est explosif, ça part de partout, il se passe mille choses et il faut pas s'y perdre, quoi. Donc voilà, mais j'aime bien, c'est juste que c'est très très complet et très complexe. Mais je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog, si tant est que je le termine d'ici là. Et alors en papier, j'ai lu une UNC Charleston cette semaine, donc ça je vous en parlerai plus tard, l'année prochaine. Mais j'ai commencé un autre livre avant-hier ou hier, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai commencé. J'ai commencé donc à la recherche de la beauté de Corinna Baumann, le tome 1, à savoir l'espoir de Sophia. Je vous l'unboxais au début de ce vlog et j'ai pas pu m'empêcher de le commencer parce qu'il me tentait énormément. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit roman historique, ça me manque parce que j'en ai pas lu tant que ça. J'ai lu thriller et contemporain surtout ces derniers temps, mais là une bonne saga historique, ça me faisait très envie. Pour vous la faire courte, en gros on va suivre Sophia, on est en Allemagne en 1926. Sophia, c'est une jeune étudiante qui est une fille de bonne famille, enfin voilà, son père tient une droguerie, sa maman, je ne sais plus, je crois qu'elle travaille avec son papa, enfin bon, je ne sais plus ce que fait sa maman, mais bref, c'est une fille de bonne famille. Et son avenir est tout tracé parce que Sophia, elle fait des études de chimie et elle veut reprendre la droguerie de son papa, créer ses propres cosmétiques, voilà ce à quoi elle aspire. Sauf que Sophia, elle va tomber enceinte et ses parents vont très très mal le prendre, à tel point qu'ils vont la jeter dehors. Du coup, elle se retrouve vraiment démunie, elle n'a pas grand chose. Et elle va bien se retrouver à vivre avec sa meilleure amie qui est danseuse dans un théâtre. Et de fil en aiguille, elles vont se retrouver toutes les deux à Paris parce que Amy, sa meilleure amie, a été repérée par le patron de la grande Joséphine Baker et elle est invitée à danser à Paris justement pour voir sa carrière élevée et donc Sophia la suit
Et donc moi j'en suis là, j'en suis quand elle arrive à Paris. Et après la suite c'est qu'apparemment elle va rencontrer une grande dame très influente. Et cette grande dame va lui proposer un travail. Sauf qu'elle doit respecter deux conditions. La première c'est de la suivre partout. Et la deuxième c'est de ne pas se marier dans les 10 prochaines années. Voilà pour le résumé. Donc moi je vous dis, j'ai déjà lu 150 pages sur les 500 que fait ce livre. Donc j'ai quand même bien avancé. Mais voilà, moi je viens d'arriver à Paris. Donc je n'en sais pas plus. Je ne sais pas qui est cette grande... c'est comment... Elena Rubinstein, voilà, elle je ne l'ai pas encore rencontrée, donc je ne sais pas exactement quelle va être la suite, mais en tout cas j'aime bien, je suis très contente d'avoir trouvé la plume de Corinna Baumann. Elle sait vraiment faire des sagas familiales comme moi j'aime les lire. Alors je ne vais pas vous dire que c'est comme Lucinda Riley parce que c'est pas la même plume, mais c'est le même genre. Je pense que ça doit être également comme La Villa aux étoffes. Alors moi La Villa aux étoffes je n'ai lu que le premier tome, et je n'en pense pas que du bien, j'ai vraiment pas trop aimé, donc je trouve que ça se rapporte pas à ça, mais je veux dire, le style d'histoire est le même, et là je sens qu'on va avoir une héroïne très forte, enfin voilà, Sophia est très forte parce que bah, elle est enceinte, elle se retrouve sans rien, et pourtant elle va se démener, et elle va quand même vouloir essayer de, eh bien, de trouver un échappatoire à tout ça, et réussir sa vie pour elle et pour son bébé, donc voilà, franchement je suis trop contente d'avoir retrouvé sa plume et il me tarde de pouvoir le continuer. Je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi, voilà pour l'update lecture. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce vlog, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, même un petit emoji si vous n'avez pas envie d'écrire des longues phrases, ça me fait toujours plaisir. Et puis bah, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le partager aussi, c'est toujours chouette pour moi. Et puis eh bien moi, eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye tout le monde!